Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Jacques Maire, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, la France est pleine de talents, plein de savoir-faire que le monde entier nous envie. Cocorico, donc, est-ce qu'il y a un savoir-faire français qui vous, à titre personnel, vous enthousiasme plus que les autres? Il y en a plein, mais il y en a un qui me fait rêver. C'est quelque part entre l'Orient et la vallée des Fous. C'est les grands constructeurs de voiliers océaniques, les ultimes par exemple, les catamarans, les trimarans de course. Il faut savoir que le monde entier, des Néo-Zélandais aux Américains, quand ils veulent gagner une coupe de l'Américain ou autre chose, eh bien, ils font appel aux constructeurs et aux architectes français. Et donc ça, c'est un vrai savoir-faire français, donc. Unique, et j'espère bien qu'il sera présent sur le pavillon France. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec en face de moi Jacques Maire, passionné de voile et de beaux bateaux, donc, et commissaire général, vous venez de vendre la mèche un peu, commissaire général du pavillon France pour l'exposition universelle Osaka 2025, donc c'est demain, ou presque l'année prochaine. Si je regarde l'intégralité de votre CV, que je mélange tout, je vois trois mots qui se dégagent. Il y a à la fois de la politique, de la diplomatie et de l'assurance de l'entreprise. Est-ce que vous me confirmez Absolument. Ce cocktail? Effectivement. Enfin voilà. Et donc dans ma carrière, j'ai 35-40 ans de carrière. Et ben, j'ai fait de la politique au niveau local en Bretagne, au niveau national à l'Assemblée. J'ai fait effectivement de l'entreprise dans un grand groupe financier, mais aussi dans des entreprises de taille intermédiaire. Et puis diplomate. Diplomate, c'est-à-dire servir à la France, servir son pays. Et ça, dès vos premiers jobs, je crois. La diplomatie, oui. Ouais. J'ai commencé petit dans la diplomatie. Voilà, au Quai d'Orsay. Alors pourquoi vous étiez l'homme de la situation pour ce job? Alors expliquez-moi. Parce que, en fait, commissaire général, il y a deux métiers, en fait. Il y a un premier métier, c'est gérer une entreprise qui construit et qui opère. Et donc, là, il faut, avec une deadline qui est vraiment très très courte, trouver les financements, faire en sorte de bien les gérer, c'est de l'argent public, et puis arriver dans des délais serrés, à l'autre bout du monde, à construire un pavillon avec des milliers de mètres carrés, avec beaucoup de salariés, avec un restaurant, une boutique, des espaces d'exposition et autres. Ça, c'est un travail d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Et vous parlez, donc c'est des fonds publics, mais avec des partenaires privés, donc c'est un... C'est un partenariat public-privé. Ouais. En gros, il y a 75% d'argent public, 25% d'argent privé. Voilà. Et l'argent privé, c'est très important parce que c'est celui qui permet de donner la dimension et l'ambition du projet. Deuxième aspect politique, on est dans la représentation de la France à l'autre bout du monde avec un pays pour lequel on souhaite développer les relations. Et donc ça veut dire que toutes les institutions françaises doivent être contributrices, que ce soit effectivement le CNRS, le CEA, l'INSERM, les grands établissements culturels et autres. Et donc, il faut effectivement porter, en gros, la diversité des savoir-faire qui sont représentés, y compris par les institutions publiques, les territoires aussi. Hein. Ouais. Il y a plusieurs territoires. Et puis, le troisième élément, effectivement, c'est la diplomatie économique. Et là, nous devons... Le but quand même d'un pavillon, c'est faire rêver en fait les Japonais. C'est de reconnecter avec le cœur des Japonais, parce que les Japonais en fait, ils aiment la France, mais surtout les anciens. L'amour du Japon, de la France pour les Japonais n'a pas été transmis aux jeunes. Et donc là, il faut vraiment propulser l'image de la France en direction de tous les publics et notamment les publics jeunes. Il faut transmettre, faire en sorte de garder ce lien entre les différentes générations pour faire rayonner la France. Alors si je vous écoute, il y a deux parties, même trois. Donc la partie financement qui est un peu le nerf de la guerre, oui. L'autre partie qui est une partie, j'imagine, de préparation de cet événement, et la troisième qui est la construction de ce pavillon. Alors aujourd'hui, vous en êtes à quel niveau, grosso modo? En fait, la préparation de l'opération Dubaï a commencé en 2022, tout début 2022. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi. Et donc, il y aura eu à peu près 2 ans et demi à 3 ans de préparation. C'est assez peu. D'habitude, c'est plutôt 4 ans. C'est à cause du Covid, en fait. Ouais. Dans cette phase de préparation, c'est effectivement, je dirais,
promouvoir un sens. Parce que la casquette de commissaire général, c'est trouver un sens et proposer un sens, en fait, au pavillon, pour le public et pour les partenaires. Et le sens qu'on a trouvé pour le pavillon, c'est un hymne à l'amour. Un hymne à l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour, ça résonne avec France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent appeler leur pavillon un pavillon d'amour. C'est pas facile. Les Italiens le peuvent. Je suis pas sûr que d'autres pays un peu plus au nord pourraient le faire facilement, en tout cas de façon crédible. Et puis, c'est faire en sorte, je dirais, de préparer aussi la programmation. Des expositions, une exposition permanente, des expositions temporaires. Qui va durer combien de temps ? 6 mois. Ça dure 6 mois. Ça dure donc 6 mois. Une programmation assez Une très costaud. grosse programmation avec des événements tous les jours qui peuvent être effectivement montrer des savoir-faire, projeter des éléments et faire échanger des scientifiques, des artistes et autres. Et les expositions permanentes et temporaires sont là aussi pour montrer des savoir-faire français, y compris avec des techniques très innovantes, comme par exemple des techniques immersives, de la vision 3D, etc. Tout ça autour de ce mot profondément français, vous dites l'amour. Voilà. Ouais. Alors c'est un mot... Pour les Japonais, c'est un occidentalisme. C'est-à-dire que cette notion d'amour qui, pour nous, est extrêmement globale, c'est à la fois l'amour de mes enfants, de ma belle-mère, de mon entreprise. De mon entreprise, ça va très loin. Donc, on a décliné cet amour en 3 dimensions. Amour de soi, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'autonomie. Amour de l'autre et des autres, c'est l'inclusion, mais c'est aussi l'art de vivre, le sport, le jeu, et puis l'amour de la nature, avec effectivement une idée très, très simple. C'est oui à la technologie, mais c'est pas, contrairement à l'habitude, la techno pour la techno. Ouais. C'est la technologie pour ce en quoi elle répond aux besoins fondamentaux, soit de l'homme et soit de la nature. Et c'est avec des messages comme ça, qui sont un peu adaptés à l'ère du temps, où il y a une crise sociale, il y a une crise environnementale, qu'on va essayer de relier notre message avec le cœur des jeunes. Et de vendre un peu de rêve. Vendre du rêve, finalement, bien sûr. de positif, vous avez raison. Il en faut. Est-ce que Osaka, vous connaissez cette ville ? Est-ce que vous y êtes déjà rendu ? Est-ce que vous allez être amené à y aller avant ? J'imagine que certains voyages sont nécessaires pour... On y est jeudi, j'y pars après-demain. D'accord. On y va à peu près... Il y a à peu près 1 jour sur 2, quelqu'un de l'équipe qui est sur place. Moi, je suis allé, c'est la 4e fois que j'y vais. Les pelleteuses ont commencé, mais c'est un marathon, mais sous forme de sprint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence les excavations. Le 13 avril, c'est-à-dire dans moins de 300 jours, dans 298 jours, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura un bâtiment prêt pour accueillir 3000 personnes par heure, avec un resto, une boutique, un business center, des salons protocole, une exposition permanente, un jardin, des expositions temporaires. Et tout ça construit en 9 mois. Donc vous imaginez le rythme, on est tous à fond dedans. Oui, c'est ce que je plaisantais tout à l'heure en off en disant que vous étiez un petit peu le Tony Estanguet de 2025, parce que c'est quelque chose, cette exposition universelle. En termes de recrutement, vous avez dit, il y a tout le temps quelqu'un de mes équipes qui va, etc. Vous êtes combien ? Est-ce que vous avez recruté vous-même les personnes qui travaillent à vos côtés sur ce vaste projet ? Quels sont les profils des gens qui vous accompagnent ? Alors, en fait, on a créé cette société en 2018. Ouais. J'en suis pas à l'origine, puisque à cette époque, je n'étais pas dans l'affaire, mais j'étais quand même associé au pavillon précédent dans leur gouvernance, au niveau des conseils d'administration. D'accord. Et ça a été une très très bonne idée de construire en fait cette société, parce que c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus réglementé. Les attentes des publics sont de plus en plus fortes. Il faut toujours imaginer, les émouvoir, les étonner. Et donc, le niveau de compétition augmente. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, garder une compétence. Donc la Cofrex, en fait, c'est une équipe, c'est un commando d'une 12aine de personnes qui sont tous, faut être un peu bizarre pour faire ce métier, qui sont tous pendant 3 ans à préparer à fond un projet et qui tous ensemble partent à l'autre bout du monde comme un commando et qui à ce moment-là recrutent. Donc l'équipe, elle fait à peu près une 12aine de personnes, je dirais, dans la phase préparatoire. Ouais. C'est en fait beaucoup des cadres supérieurs qui connaissent parfaitement leur métier, que ce soit le financement, que ce soit la construction, l'architecture, la scénographie. Donc comme dans une entreprise, il y a les profils essentiels pour qu'une entreprise puisse fonctionner. Voilà. Et ensuite, on a des assistants à maîtrise d'ouvrage, des gens qui sont dans des conseillers opérationnels, et puis des prestataires. Mais le nombre de gens qui sont en prestation en temps réel dans la phase préparation sont au moins 3 ou 4 fois plus nombreux que l'équipe elle-même. Et quand on est en exploitation, on a une centaine sur le pavillon. Une centaine sur le pavillon. Est-ce que, alors je reviens sur l'événement en lui-même, est-ce que il y a une concurrence entre les différents pays ? Est-ce qu'il s'agit d'être celui qui va rayonner le plus dans une certaine mesure ? Il y a cette comparaison, j'imagine, qui existe. Alors, à la différence d'autres réunions internationales, c'est un petit peu l'exception des JO
et des expositions universelles, c'est qu'on se rencontre pas pour se friter. Oui. Ou pour entrer dans une compétition agressive. On rentre pour un spectacle collectif. Et l'important, c'est aussi la qualité de tout le monde. Si le plateau est moche, je dirais, on sortira pas. Donc nous, on a tous intérêt à ce que tout le monde soit le plus beau possible. Donc c'est un concours de beauté. C'est un défilé, quoi. Architectural, puisque, je reprends, nous, notre bâtiment, il peut être visité par 3000 personnes par heure. Mais il y a 25 000 personnes qui passeront devant toutes les heures. Ça veut dire que 90% des gens ne verront que l'extérieur. Donc il faut que l'architecture soit... Voilà, fasse boom. Et puis il y a un concours de beauté intérieure, c'est les expositions, ce qu'on présente, etc. Et donc, évidemment, on a envie de gagner ce concours de beauté. Mais on veut que le plateau soit le plus beau possible. L'objectif est que tout le monde rayonne. Et évidemment, vous parlez d'architecture et vous avez confié à un architecte de renom ce chantier extérieur. Voilà, on a fait un grand concours international. On a eu beaucoup de grands noms. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir une proposition exceptionnelle dans 3 dimensions. D'abord, elle est belle. Deuxièmement, il faut qu'elle soit pas trop coûteuse, parce que c'est des bâtiments quand même qui se construisent loin avec des budgets contraints. Et troisièmement, il faut avoir une démarche très vertueuse sur le plan environnemental en recyclant un maximum le bâtiment. L'architecte s'appelle Coldefi, un architecte français qui est du nord de la France, qui a une très très belle carte de visite, même si c'est pas aujourd'hui dans les plus connus. Ça va, je suis sûr, faire franchir un cran dans sa carrière qui est déjà très très bonne, associé avec Carlo Ratti, qui est un architecte italien assez connu. Et on a fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a rendu en fait le constructeur propriétaire du bâtiment à la fin de la période d'exploitation, parce que dans ces cas-là, le constructeur va faire tout son possible pour le rendre le plus recyclable possible. Parce qu'à la fin, ces bâtiments-là, ils ont vocation à être redémontés et le terrain doit être rendu libre. Donc c'est effectivement plein d'enjeux qui rentrent dans un seul projet. Jacques Maire, je vais faire un peu de prospective. Après 2025, qu'allez-vous faire ? Alors, est-ce que vous pensez déjà à l'après ou alors après 2025, la Coffrex va probablement avoir des mandats. Sur les expositions à venir. La prochaine, donc 2025, c'est une exposition universelle. Universelle, c'est-à-dire que les pavillons sont construits par les pays qui ont les moyens de le faire. 2027, il y a Belgrade. Belgrade, c'est une exposition internationale. Ça veut dire que ça dure 3 mois et pas 6 mois, et que c'est le pays hôte qui accueille, dans des bâtiments qu'il construit, les pays qui font en fait la scénographie d'espaces qui leur sont dédiés. Et 2030, c'est la très grande exposition universelle de Riyad à 2030. D'accord. Que Riyad a gagné l'été prochain. Donc, je pense que si tout se passe bien, et tout devrait bien se passer à Osaka, la Coffrex est engagée pour aller évidemment jusqu'à 2030. Et la Coffrex est engagée, et vous aussi écoutez, moi, je suis à disposition du gouvernement, je suis nommé par le président de la République. C'est vrai, et donc, ça appartient vraiment aux autorités. C'est pas à moi de choisir. Ça appartient aux autorités. Jacques Maire, donc vous êtes commissaire général du pavillon France pour l'exposition universelle Osaka 2025. Vous l'avez dit, votre but ultime, c'est de faire rayonner la France devant tout le monde avec ce mot, et c'est intéressant, c'est ce mot amour, en effet, qu'on a très envie de savoir comment vous allez le décliner finalement. Alors, par une thématique, par une musique, par une pulsation qu'on aura effectivement tout dans le bâtiment, par des statues et autres. Et puis quelque chose de particulier, c'est qu'on veut rendre aussi les Français partie prenante de l'aventure. Et là, on fait quelque chose qui n'a jamais été fait. On crée la visite virtuelle du pavillon, que vous pourrez voir sur votre smartphone, mais aussi dans des institutions publiques françaises, où vous pouvez aller visiter le pavillon France en réalité virtuelle pendant l'exposition universelle. Et ça, c'est un signal d'amour aussi. Merci Jacques Maire, c'était le mot de la fin. Merci infiniment. Merci à vous. À très bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raimentas avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.